16 estudiantes de licenciaturas en francés, provenientes de 11 estados de la República, buscan ganarse su lugar en la final del concurso interuniversitario de oratoria en francés. Para esta etapa, se enfrentan en torno al tema Deporte y Ciudadanía. Bonjour, je m'appelle Fernando Segura Trejo, je suis docteur en sociologie par l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Bonjour, je suis Julieta Salgado, je suis libraire et je travaille ici au Mexique à la librairie française. Bonjour, je m'appelle Anélie Mada et je suis enseignante en primaire au lycée français de Mexico. J'ai également fondé une troupe d'improvisation francophone qui s'appelle Los Improbables. Je suis très contente de faire partie du jury de ce concours d'éloquence. Est-ce qu'un podium est toujours une tribune? Nous pouvons faire confiance aux sportifs qui arrivent au podium. Oui, la tribune a eu toujours beaucoup de la force. Pour moi, parmi d'autres sportifs, la tribune implique beaucoup de responsabilités. Non comme un tribun que pour faire de la politique, non. C'est admirable utiliser le podium pour aider les autres. Moi, c'est jury, randonneur et coureur de champs à travers. Si j'aurais l'opportunité de parler depuis un podium, j'encouragerais les déplacés des guerres, des conflits armés et des économies, les crises des économies. Alors, la prochaine fois que vous écoutiez un sportif depuis le podium, analysez-le. Et si les paroles et ses actes aident, croyez-le et donnez-lui du support. Moi, je le ferai. Est très gagnante. Un sentiment incroyable. Quand on est sur un podium, on peut nous ressentir puissante. On est les rois du monde. Tout le monde va nous écouter. Est-ce qu'on doit être sur un podium pour être vraiment écouté? À mon avis, je crois que non. Mais aussi, je crois qu'on ne doit pas être sur un podium pour être silencieux, pour être critiqué. À mon avis, je crois que les podiums ne servent à rien. Quand on décide de dire la vérité, de dénoncer quelque chose, on va être critiqué de toute façon. Quand on décide de dénoncer quelque chose que notre société a décidé d'ignorer, ça va être très difficile. Je crois qu'on sait qu'est-ce que c'est la bonne chose. Dire la vérité. Je sais que s'oser à parler, à dénoncer, est très difficile. Mais je crois que si tu décides de devenir lanceur d'alerte, je suis déjà très fier de toi. Je sais qu'il a été un travail incroyable, très difficile. Mais pour moi, si tu décides d'élever ta voix et dénoncer, pour moi, tu es déjà gagnante. Pour moi, tu es déjà sur un podium. Il y a quelques années, je traversais une dépression, mais le sport m'a sauvée. J'avais 20 ans et aucune motivation suffisante pour vivre. Pourtant, j'ai eu l'opportunité d'aller chez des spécialistes. Et sur mon chemin vers la guérison, j'ai connu le sport. Grâce au sport, j'ai acquis tous les bénéfices que nous connaissons déjà, comme la discipline et la santé, mais aussi l'amitié. Et sans oublier beaucoup d'humanité. Je ne pratique pas de sport d'équipe. Le sport sauve et transforme de vie de manière inoubliable. Le sport me donne une douleur agréable qui me rappelle que mon corps existe, que je suis vivante. Il me donne
un sentiment d'appartenance. Il y a de nombreux cas où la pratique sportive laisse des bénéfices durables et indéniables, comme je l'ai déjà vécu. Il y a quelques années, j'ai traversé une dépression, mais le sport m'a sauvé, comme il sauve n'importe quel d'autre dans les besoins. J'adore faire du sport sans personne, avoir des loisirs individuels. Mais est-ce que la pratique sportive individuelle a toujours des bénéfices durables pour la société? Le sport collectif nous aide à renforcer notre communauté et nos compétences sociales. Le sport collectif, en parlant d'une perspective de bénéfices durables pour la société, ça t'aide plus. Avec ça, nous améliorons notre façon d'établir des relations sociales. Notre empathie, notre communication est très importante, notre camaraderie. Alors, nous pouvons toujours perdre, ça c'est la vérité. Mais si je perds en compagnie d'autres, si nous pouvons célébrer nos efforts, ça me suffit pour dire que j'ai gagné et que j'ai la meilleure équipe. Je connais quelques personnes qui pourraient former la meilleure équipe sportive. C'est moi et vous. On passe notre vie à détester l'arbitre. On l'insulte depuis les tribunes, on le traite d'évendu ou d'aveugle. Mais aujourd'hui, je vais vous prouver que cette personne que vous adorez critiquer est en réalité le citoyen idéal. Pourquoi? Parce que dans un monde où chacun veut avoir raison, l'arbitre est le seul qui accepte d'avoir tort au-dessus de tous pour que la justice triomphe. Sans loi, ni personne pour les faire respecter, ce serait le chaos. Alors, l'arbitre nous apprend que les règles ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous permettre de vivre ensemble de manière juste et ordonnée. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être l'arbitre. Et vous, dans le grand match de notre vie en communauté, préférez-vous être celui qui triche pour gagner ou celui qui veille à ce que tout le monde puisse jouer, pour que le jeu continue, pour que la société tienne? Merci. On nous enseigne que l'arbitre serait le citoyen idéal. Mais si c'est exactement le contraire, de quoi sert l'arbitrage s'il n'est pas toujours impartial? Où se trouve la justice quand elle repose sur un seul regard, sur une décision humaine complètement irréversible? Le citoyen idéal n'est celui qui couvre la voix des autres, c'est celui qui leur permet d'être entendus, car il existe entre l'arbitre et le citoyen idéal une frontière immense entre imposer une sentence arbitraire et construire une société. « 90 minutes, c'est le temps qu'il faut pour oublier que la Coupe du Monde achète la citoyenneté. Laissez-moi poser la question qui dérange. Qui est le vendeur? Qui est l'acheteur?
et quelle est réellement la marchandise. Notre identité n'est pas un objet en édition limitée. Elle ne se consomme pas, elle se vit. Alors, soyons des citoyens plutôt que des clients, car le spectacle a un prix que le billet dissimule. Ne vous y trompez pas, les stades ne sont pas des pays. L'extase n'est pas la paix. Ils peuvent acheter notre silence, mais jamais le regard. Regardez derrière les coulisses. Qu'est-ce qui s'est passé au Qatar? Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? Et aujourd'hui, surtout, qu'est-ce qui se passe ici? Car si les buts nous ferment les yeux, la conscience nous les rouvre. Le match est fini. Le deal est réglé. Car notre citoyenneté n'est pas à vendre. On essaye aujourd'hui de nous faire croire qu'un événement mondial peut effacer les frustrations des citoyens. On nous promet du progrès, du développement économique et une image plus moderne du pays. Pendant quelques semaines, les écrans s'illumineront, le monde entier regardera le Mexique avec admiration et les stades seront pleins. Mais la citoyenneté ne s'achète pas avec des spectacles, parce que être citoyen n'est pas seulement d'utiliser les couleurs d'un pays pendant 90 minutes. Être citoyen, c'est vivre chaque jour la réalité du pays. Qu'est-ce qu'on va faire? La vraie question n'est donc pas comment le monde verra le Mexique. La vraie question est comment les citoyens continueront-ils à vivre, à surmonter les défis d'un événement mondial. Parce que oui, les grands pays ne se construisent pas à partir des apparences. Les grands pays se construisent au moment que ces citoyens cessent de survivre et commencent à vivre dignement. Vous avez ressenti de l'émotion, n'est-ce pas? C'est l'enthousiasme des gens qui crient à leur équipe nationale. Cette ardeur qu'on a dans le cœur. C'est l'émotion et l'admiration qu'on ressent pour les athlètes. Si on ressent tout cela, on pourrait conclure. Le sport n'est pas seulement gagner un match. Le sport comprend de la discipline, de la passion, de la citoyenneté et du moral. Le dopage s'agit d'une trahison envers la citoyenneté. Les athlètes ne se représentent pas seulement eux-mêmes. Ils représentent une équipe, un pays et tous les gens qui ont confiance en eux. Ils sont des modèles sociaux. Et cette trahison brise la confiance entre le citoyen et le sportif. Parce qu'en fin de compte, gagner sans valeur n'est pas vraiment gagner. Imaginons que vous tous, vous êtes des champions olympiques. Et maintenant, je vous pose une question, les champions. Si vous pouviez prendre une substance qui garantirait votre succès pendant 5 ans, vous la prendriez? Tu dois être la meilleure. Tu dois être le meilleur. Combien d'athlètes n'ont pas écouté cette phrase? Combien d'adolescents qui vont commencer avec le sport? En plus, pour les athlètes qui ont décidé de devenir professionnels, le salaire n'est pas suffisant. Malheureusement, la plupart des non-athlètes n'ont pas un salaire suffisant. Un rapport en 2015 a démontré que 4 sur 10 athlètes en France gagnent moins de 500 € par mois. Comment peut-on les culpabiliser si c'est nous, c'est toi, c'est nous tous qui le demandent? Nous demandons de voir les meilleurs. Les athlètes sont des êtres humains aussi. Et maintenant vous le savez,
Le dopage n'est pas une fraude envers le citoyen, mais un sujet beaucoup plus complexe que ça. Car vous, comme nous, ne célébrez pas le sport en soi. Nous célébrons notre identité, notre sentiment d'appartenance, le lien qui nous unit à ceux qui nous représentent, qui portent notre drapeau. L'Institut national électoral définit un acte citoyen comme une forme de participation où toute la population s'unit en faveur des activités qui favorisent le dialogue, de la solidarité et de l'égalité. Soutenir l'équipe nationale nous rappelle que nous sommes capables de travailler ensemble pour un objectif commun. Et ce sentiment d'unité est la base nécessaire pour résoudre les problèmes les plus graves et les plus universels. C'est le moteur d'une société. C'est pourquoi je vous invite à ne pas considérer le sport comme un simple jeu, mais comme un exercice de fraternité. Être citoyen, c'est participer, c'est appartenir et surtout transformer notre réalité et celle de ceux qui n'ont pas de voix. Car un peuple qui sait s'unir pour célébrer sera un peuple que dans l'avenir saura s'unir pour progresser. Merci. On dit que soutenir notre équipe nationale, c'est un acte citoyen. Alors, peut-on vraiment parler d'un acte citoyen quand la violence devient le langage? Au Mexique, peu importe l'équipe qui gagne ou qui perd, ce sont les femmes qui payent le prix. Parce que le taux de violence domestique augmente 30% à chaque match de football. Où est l'air citoyen? Quand la discrimination devient l'habitude, quand la violence devient normale, quand refuserons-nous cette normalité? Soutenir une équipe, ce n'est pas haïr, ce n'est pas blesser, ce n'est pas détruire, c'est de respecter. Si seulement nous arrêtions de normaliser la violence, imaginez, peut-être, oui, peut-être que nous pourrions enfin crier et bouh! Mais cette fois, comme un acte citoyen. Chez mon grand-père, tous les samedis, nous préparions les rituels. Les plus petites, nous ne comprenions pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé pendant le jeu, mais nous nous laissions emporter par la joie et l'ambiance de l'espoir, du désir du sublime. L'idole, c'est la foi. C'est lui qui, depuis son plus jeune âge, s'entraîne en corps aimant pour tout sacrifier pendant les jeux, pour devenir un joueur, entraîneur, directeur et même commentateur et rester toujours proche de sa passion. Je crois au sport, le père de la passion et du don à soi, créateur de la discipline, l'humilité et le sacrifice. Je crois à l'idole qui est né du peuple et de la passion et de l'espoir, qui est soufferte, les méprises et l'injustice, qui est revenu pour en profiter de la gloire. Je crois à ce porteur qui vient prêt pour retrouver la joie de jouer simplement pour jouer. Amen. Regardez autour de vous, regardez ces visages transfigurés, ces larmes de joie,
Ce cri de douleur qui déchire la nuit. Est-ce une cathédrale? Est-ce un temple? Non, c'est un stade. Saviez-vous qu'en 2022, plus d'1,5 milliard d'êtres humains ont vibré à l'unisson pour une seule finale de football? C'est un chiffre colossal qui rivalise avec les plus hauts courants spirituels de notre planète. Mais là, où les vents des églises s'évitent, où les silences s'installent, les tribunes du stade, elles, ne cessent de déborder et d'hurler. Sommes-nous en train de célébrer la beauté de l'effort, de nous agenouiller devant une idole de chair et de marketing? L'écrivain Manuel Vázquez Montalbán disait « Le football est une religion à la recherche de son Dieu. Ce Dieu est un mirage. Le sport n'est plus un vecteur de santé ou de cohésion, mais un dogme industriel qui nous aliène et nous déshumanise. Nous ne demandons plus à l'athlète d'être une enfant, nous lui exigeons d'être un miracle permanent, une machine biologique infatigable au service de notre soif de spectacle. Souvenez-vous-en, c'est seulement quand le sport accepte de redevenir mortel, de redevenir fragile, de redevenir inutile, qu'il peut enfin, et seulement à ce moment-là, redevenir véritablement humain. Que faut-il pour devenir un grand sportif? De la persévérance, de la force, du dévouement, de l'effort. Pardon? Je n'ai pas compris. Être un homme? On parle ici de grands sportifs. Depuis quand le fait d'être un grand sportif fait-il d'être un homme? Parce que nous sommes faibles. C'est ainsi comme le monde nous perçoit. Pourquoi sommes-nous surpris lorsqu'une femme bat un record du monde? Pourquoi pensons-nous que les sports féminins sont moins passionnants? Les sports féminins existent depuis des décennies et continuent de se battre pour l'essentiel. La reconnaissance, pas pour exister, nous existons déjà, mais pour être beau, entendu et respecté à la même hauteur. Et la prochaine fois qu'une femme entre dans un terrain, ne lui demandez pas s'il est capable. Regardez les joueurs et laissez que son talent répondre à votre place. Et un jour, on ne parlerait plus de sport féminin, mais simplement de sport. Harcèlement sexuel, menstruation digne, fétichisme. J'aurais aimé que toutes ces parades auraient compté contre nos rivaux, mais malheureusement, le match n'a même pas encore commencé. Et de plus, ces attaques venaient de notre propre État, celui censé leur sponsoriser. C'est ce que vivent plusieurs femmes dans le monde du sport tous les jours. Alors, comment peut-on défendre les conditions actuelles du sport féminin si elles ne sont même pas adaptées aux conditions naturelles du corps féminin, en les traitant comme des citoyens de seconde classe, comme si la Charte internationale des droits du sport de l'UNESCO ne veillait pas à garantir ces droits et cet accès pour tous et toutes? Vous avez vu que le mot « défendre » vient du racine « de » qui signifie « contre » et « fendre » qui signifie « couper », quelque chose comme « contre-couper ». Mais on a déjà vu au début de ma présentation que les attaques n'arrêtaient jamais. Alors ce qu'il faut, c'est que vous leviez un portant vos gants de boxe ou vos épées, non seulement pour que vous vous défendiez, mais aussi pour que vous fendiez ces obstacles. Okay, on a délibéré et on a la liste des 10 finalistes. Daniel Silly, Edaï Chou, Hermione Montiel, Andrés Rodríguez, Marcelo Caballero, Stephanie Legui, Carolina Romero, Andric Vizcarra,
Diego Esparza, Eder Orozco.